l'expérience qu'on a au sein de Bluelink de l'utilisation de Prince 2. Alors, ce que je vous propose de voir ensemble aujourd'hui, Catherine Belgrano, chef de projet à Bluelink. Catherine possède 19 ans d'expérience en gestion de la relation client à distance au sein du groupe Bluelink. Elle est experte en formalisation de process, création de référentiels de services, description des schémas organisationnels et opérationnels et spécialisée dans les projets groupes d'implémentation client. Catherine est aujourd'hui chef de projet groupe. Elle implémente les activités transversales au sein des différents centres de groupe Bluelink. Catherine. Merci. Bonjour à tous. Donc, la présentation vient d'être faite. Comme vous l'avez entendu, je suis chef de projet et utilisatrice de la méthode Prince 2 au quotidien et fervente convaincue de la méthode. Donc, c'est pour ça que j'ai accepté avec plaisir l'invitation pour partager un peu avec vous l'expérience qu'on a au sein de Bluelink de l'utilisation de Prince 2. Alors, ce que je vous propose de voir ensemble aujourd'hui, une petite présentation rapide de Bluelink. Et concrètement, pourquoi Bluelink a choisi Prince 2, comment nous l'utilisons, et bien sûr, le retour d'expérience que nous en avons fait. Alors, Bluelink. Nous sommes filiale 100% d'Air France et nous sommes outsourceurs spécialisés dans la gestion de la relation client. On a une démarche de partenariat avec chacun de nos clients, toujours dans l'objectif de pouvoir développer leur relation client. Et nous sommes positionnés à la 10e position du classement des outsourceurs français. Le dernier classement avait eu lieu en 2009. Quelques chiffres clés de Bluelink. 12 clients, nous avons 26 produits, nous traitons nos activités dans 25 langues, à la fois en front office et back office. Quelques chiffres justement de ce traitement, 3,2 millions d'appels entrants traités par an, 0,75 millions d'appels sortants, 1,9 million de documents traités et 0,4 million d'emails traités. Donc on est vraiment sur ce que nous on appelle du traitement de contact en temps réel et en temps différé. Notre chiffre d'affaires est en constante évolution depuis 2007 et on retrouve l'ensemble de ces activités, en tout cas TR et TD, autour des secteurs du tourisme, du luxe, location de véhicules, téléphonie, banque et assurance et bien évidemment l'aérien qu'on retrouve. Nous avons une couverture mondiale puisque nous disposons de 4 centres d'expertise que vous pouvez voir donc à Paris, plus exactement à Ivry-sur-Seine, à Prague, à Sydney et à l'île Maurice. Et nous nous appuyons également sur notre réseau de partenaires sous-traitants. Vous voyez les villes, Toronto, Casablanca, Delhi. C'est ce qui nous rend possible le traitement des 25 langues qu'on a vues précédemment. Voici quelques exemples de clients qui nous ont fait confiance. Vous retrouvez les secteurs d'activité qu'on a cités précédemment. Alors, maintenant qu'on se connaît un petit peu mieux, plus concrètement, pourquoi Bluelink a choisi Prince 2 ? Tout d'abord parce que Prince 2, et on a commencé à en parler, c'est une méthode qui est structurée et reconnue à l'international. Alors, les principaux avantages, en tout cas clés de Prince 2, on a une approche simple qui va être adaptable et flexible à tout type de projet. Que l'on soit sur un petit projet, je vais vous présenter par la suite les projets que nous, on gère au sein de Bluelink, que ce soit des petits projets ou des gros projets qu'on pourrait associer à des programmes, la méthode fonctionne parfaitement. Ensuite, elle est adaptée pour des populations de chefs de projet dont l'expérience peut être variable.
C'est une méthode qui est pédagogique, donc qui facilite la formation, on va dire, et la montée en compétence des personnes travaillant sur un projet, peu importe leur expérience. Centré sur les livrables, c'est fondamental, et non plus sur les petites actions à réaliser, mais bien sur un livrable. Chaque chef de chantier est responsable de son livrable. Et facilite la prise de décision, on le verra également par la suite, avec tout au long de la vie du projet, ce qu'on appelle le recueil des incidences d'un projet, qui va être un support qui va faciliter la prise de décision vis-à-vis du steering committee, à savoir, voilà, on fait quoi avec les propositions, pourquoi ça s'est passé. La pertinence de Prince 2 pour Blueling, tout d'abord, un langage commun à l'international. Je fais le lien avec la couverture mondiale. On peut être amené à mettre en place des projets qui sont inter-BU ou également avec d'autres centres partenaires. Il est primordial de pouvoir avoir une même méthodologie pour être certain que le projet soit géré de la même manière, tout en sachant que dans ces différents centres, on peut avoir aussi une notion de culture différente au niveau du travail. Là, ça permet d'harmoniser, entre guillemets, de tous parler de la même chose. Une approche pédagogique, j'en ai parlé un petit peu, avec une transversalité et une montée en compétence des acteurs du mode projet. Pédagogique, donc c'est ce que je vous ai dit précédemment. Transversalité, c'est aussi parce qu'on va avoir différents services, bien évidemment, qui vont travailler et qui vont être connectés ensemble. L'approche est la même pour tout le monde et voilà une des choses qui est pertinente pour Blueling. Et enfin, et ce n'est pas le moindre des points, une aide incontournable pour prendre des décisions et surtout cadrer le projet, puisque la phase de cadrage est primordiale et même pas la plus importante, mais si elle n'est pas faite, le projet prend de sacrés risques. Donc répondre aux questions qu'on connaît tous quand on gère un projet, qu'essayons-nous de faire, quand démarrons-nous, de quoi avons-nous besoin, de quelle aide a-t-on besoin, combien de temps cela va prendre et bien sûr combien cela va coûter. Donc voilà la pertinence de la méthode pour Blueling. Alors, Prince 2 est également une méthode incontournable pour la conduite de projets complexes. Au sein de Blueling, nous avons identifié 3 types de projets majeurs, on va dire. On a les projets stratégiques d'organisation qui peuvent être par exemple la mise en place d'un nouveau centre à l'étranger. Des projets d'implémentation client où là on va plus parler de mise en place de nouvelles activités, soit pour un client donneur d'ordre déjà partenaire, soit pour un nouveau client. Et des projets internes transverses. Je pourrais prendre comme exemple la mise en place d'un nouvel outil qui sera utilisé par l'ensemble des centres. Alors, comment, on va dire concrètement, Blueling utilise la méthode? Pour pouvoir illustrer ce que nous avons fait, puisqu'on a dit que la méthode était adaptable et qu'effectivement, il fallait qu'à chaque projet, on puisse se l'approprier. On va prendre l'exemple du management de projet, l'implémentation client. Donc, dans une configuration, on a un nouveau client et une nouvelle activité qui arrive. Dans ce type de projet, bien évidemment, on débute par un appel d'offres. Et si tout se passe bien, ça finit par l'implémentation de l'activité. Donc, on va retrouver répondre à un appel d'offres, implémenter et mettre en production. Voilà pour le cadre de l'exemple qu'on a pris pour vous. Pour pouvoir mettre en place la méthode Prince 2 sur ce type de projet, et même les autres d'ailleurs, on avait 2 approches possibles, soit une approche linéaire où on avait nos 3 phases de Prince 2, je prépare, je réalise, je le clôture, et là j'ai un seul projet. Ou alors, avec le détail, oui, donc préparer, répondre à un appel d'offres, réaliser, implémenter et clôturer, produire. Ou une approche en cascade. L'approche en cascade, j'ai 2 projets. J'ai un projet répondre à un appel d'offres où je vais toujours retrouver mes 3 phases essentielles de la méthodologie, préparer, réaliser, clôturer, et un deuxième projet implémenter. On va en parler juste après, mais vous voyez que la phase clôturer de répondre à un appel d'offres est sur la même séquence temps que la phase préparée d'implémenter. C'était un des avantages de choisir cette approche en cascade. Pardon, excusez-moi, j'ai oublié le produire. Donc l'approche en cascade a été retenue. Pourquoi?
Dans un premier temps, ça nous permettait de détailler les 3 étapes sur chacun des projets, de pouvoir gérer, on vient d'en parler, en parallèle, la clôture du projet répondre à un appel d'offres, puisqu'on l'a déjà évoqué lors de la première présentation, la partie clôturée est primordiale dans la méthodologie. Donc pouvoir clôturer la réponse à appel d'offres, tout en faisant un passage de jalon et commencer la partie préparée du deuxième projet. Le troisième avantage sur cette organisation en cascade, c'est de pouvoir avoir des chefs de projet qui sont experts dans le domaine. Le premier projet, répondre à un appel d'offres, l'objectif est de vendre. On va avoir un chef de projet qui va plutôt faire partie de l'équipe commerciale. Le deuxième projet, implémenté, le chef de projet fera plutôt partie de l'équipe méthode projet qualité dont je fais partie. Alors, le steering committee aussi. Comme je vous le disais, les objectifs sont différents sur les 2 projets. Par contre, le steering committee est primordial puisque dans le cadre de Prince 2, j'aurais tendance à dire le chef de projet n'est plus tout seul, il fait équipe avec le steering committee. Donc il est primordial d'avoir un steering qui soit adapté à l'objectif du projet. Sur le projet répondre à un appel d'offres, donc je dois vendre une prestation. De ce fait, mon steering committee, en tout cas mon business executive, le commanditaire du projet, ce sera le directeur commercial, avec le DRH et le DSI en senior supplier et le directeur de production en senior user. C'est pour lui qu'on va essayer de réaliser le projet. Le chef de projet sera le business développeur, équipe commerciale. Sur le projet implémenté, l'objectif, c'est d'organiser la mise en production. Et là, on peut constater qu'on va retrouver les mêmes contributeurs, mais par contre, la position au niveau du steering ne sera plus la même. Le directeur commercial va devenir senior user, puisqu'en fait, il va être la voix du client lors du projet implémenté. Le directeur de production va devenir business executive, puisqu'on prépare la mise en production, c'est lui qui sera décisionnel. Et le chef de projet va également, qui faisait partie de l'équipe commerciale, devient également senior user, puisque c'est également la voix du client. Et le chef de projet est le chef dont on a parlé, méthode projet qualité pour l'implémentation. Cet aspect-là est très important puisque les décisions qui sont prises au niveau du steering ne seront pas obligatoirement les mêmes si on est sur la partie répondre à appel d'offres ou sur la partie implémentée. Prince 2 facilite la prise de décision, encore faut-il que le steering associé soit, je ne vais pas dire compétent, mais soit sur les bons domaines de compétences. Alors, comment ça fonctionne ? On va essayer de détailler un peu les différentes phases et donc de revoir les grands principes de Prince 2. Sur le projet répondre à un appel d'offres, on a donc préparé, donc on analyse le cahier des charges et on va rédiger, ça va être la première rédaction du PID. On va retrouver, c'est vraiment le document de cadrage du projet qui va évoluer tout au long du projet. Des 2 projets d'ailleurs, on va le voir qu'il y a un lien de ce fait puisqu'on est en cascade. C'est un document c'est un peu la genèse du projet. Si on reprend le PID à la clôture, normalement, on a le cadre qu'on avait au départ et toutes les modifications. Donc, j'analyse le cahier des charges. J'ai toujours des jalons de validation. Est-ce que j'ai un go dans la phase réalisée? Je prépare la réponse commerciale. Je suis shortlistée. Je suis très, très contente. Donc, j'effectue la soutenance. Je négocie le prix. Et j'ai donc mon PID qui, tout au long de ces phases, a évolué. Et là, j'arrive sur la partie clôturée de répondre à un appel d'offres. Donc, primordial d'effectuer un REX sur ce qui s'est passé pour pouvoir bien sûr capitaliser par la suite sur les prochains projets de type réponse à appel d'offres. Et à partir du moment où j'ai mon go, et donc en même temps que je commence à effectuer mon REX, donc avec une équipe entre guillemets dédiée, puisque ce sont 2 projets différents, j'ai la possibilité de pouvoir commencer l'implémentation avec un passage de consigne entre le chef de projet répondre à un appel d'offres et le chef de projet implémenté sur la base de ce PID. Et je commence mon projet implémenté avec la validation avec le client de la qualité des livrables attendus. Je réalise, je clôture. Et la dernière partie que l'on effectue, c'est le passage de consigne entre
le projet implémenté et la production avec ce que nous on appelle une convention de service, qui est un résumé un résumé. L'ensemble des éléments qui sont livrés à la production sont décrits dans la convention de service et sont validés avec le client donneur d'ordre. Et bien évidemment, j'effectue le REX, donc de la même manière, primordial de pouvoir effectuer un REX pour pouvoir capitaliser sur l'expérience. Alors, là, on fait un petit focus sur le projet implémenté et sur la partie réalisée. Et là, on va vraiment retrouver la vie d'un projet selon la méthode. Donc, je commence ma réalisation. Bien évidemment, à travers le PID, je vais avoir l'ensemble des livrables, qualité, coût, délai du projet attendu. Ces informations-là sont transmises au chef de chantier. L'ensemble de ces chefs de chantier régulièrement reportent au chef de projet l'état d'avancement de leur chantier. On va voir l'exemple d'un checkpoint report par la suite et les éléments qu'il y a dedans. Donc là, ça va être une vision par chantier. Le chef de projet va pouvoir analyser de manière transverse l'ensemble de ces chantiers et éventuellement remonter les incidences. Soit elles seront arbitrées en comité projet avec l'équipe projet, soit elles seront arbitrées en steering committee avec un support, le highlight report, qui va reprendre l'ensemble des incidences et puis le détail. Les décisions sont prises, le chef de projet les remonte au chef de chantier, et ensuite la boucle continue. Et bien évidemment, l'ensemble de ces supports servent aussi pour les relations avec le client et lors des comités clients. Alors, Prince 2 propose beaucoup de templates. Nous, on a décidé d'en utiliser 6 que je vais vous présenter. Alors, le PID, donc on en a parlé, c'est le périmètre de la prestation, c'est les contraintes exigées par le client, les risques, on l'a dit aussi précédemment, primordial de pouvoir évaluer les risques en amont et éventuellement de les remettre à jour au fur et à mesure que le projet avance. Les livrables attendus, leur définition, le business case et l'équipe projet. Donc, comme je vous le disais, c'est un document évolutif où on va retrouver l'ensemble de ces items et qu'on va faire vivre tout au long du projet. Mais en tout cas, c'est le document qui va initialiser le lancement d'un projet. Le checkpoint, donc on vient de voir, compte rendu, alors on a marqué hebdo, mais en fonction des projets, bien évidemment. Donc ça, c'est vraiment le retour de l'état d'avancement des chantiers que vont faire les chefs de chantier aux chefs de projet, où on va avoir l'état d'avancement des livrables et éventuellement une première remontée d'incidence. Donc là, on est vraiment sur une lecture par chantier. Je vous ai mis, il veut pas, un exemple. Donc tout simplement, les chantiers. Alors, on a pris le parti d'essayer de faire des templates pas trop complexes, justement pour qu'on puisse les déployer sur tous nos centres et même sur tout type de population qui participe à un projet. On a essayé, en tout cas, d'avoir les informations principales pour que le chef de projet puisse avoir une bonne vision. Donc, on va avoir les livrables, le statut avec les petits pictos pour avoir du visuel, le pourcentage d'avancement estimé, là, bien sûr, le suivi des coûts et des jours entre le prévu et le réalisé, et le commentaire. Donc, les axes d'analyse sur ce tableau, c'est vraiment complémentaire. On va à la fois analyser le statut, le pourcentage d'avancement, bien évidemment les écarts éventuellement jour-homme et le commentaire. On vous a mis un petit exemple. Par exemple, là, je suis en vert, mais je ne suis qu'à 20% d'avancement, mais tout va bien. Par contre, je peux être en orange malgré le fait que je sois à 95% d'avancement et j'ai le commentaire associé pour pouvoir faire la lecture du chantier en lui-même. Avec à chaque fois là-haut un rappel global du projet. Le planning. Alors sur le planning, de la même manière, ça va être le document de synthèse qui va permettre une lecture, on va dire, si je schématise un peu, si on a le planning et seulement le planning, on doit normalement pouvoir être à même d'avoir un état des lieux du projet. Alors il y a beaucoup de choses sur le planning. J'ai essayé de vous donner un exemple. Alors là, bien évidemment, ce planning, à contrario, le checkpoint, c'était vraiment une lecture par chantier. Là, sur le planning, ça va être une lecture transverse projet.
On a le code couleur qu'on a vu dans les checkpoints qui va être reporté. On va pouvoir avoir des légendes qui nous permettent, par exemple, les petits pointillés, c'est mon livrable a été décalé. Les traits pleins, c'est le livrable n'a pas été décalé. Les lignes rouges, on retrouve les séquences, qui sont aussi un principe de la méthode. Je passe une séquence. Les livrables, bien évidemment, et le pourcentage d'avancement. À savoir que ce document-là, c'est également un document qu'on partage avec notre client. C'est-à-dire que ça fait partie d'un des documents de référence lorsqu'on fait un comité client, puisque c'est vraiment le document où on retrouve, pas trop dans le détail, de manière macro, où en est le projet. Le highlight, dans le schéma précédent, on a vu la vie du projet, on a vu que c'était le document de support pour aller faire une présentation régulière au steering committee de l'état d'avancement, surtout quand il y a un passage de séquence. Donc on se sert du planning pour voir l'état d'avancement, de la remontée des incidences, qu'on va voir juste en dessous, et bien sûr des points arbitrés, puisque le steering est là pour arbitrer lorsque ça n'est pas faisable au sein de l'équipe projet. Donc ce document est important aussi pour bien préparer les points arbitrés pour le steering. Et le recueil des incidences, où là on va retrouver toutes les alertes qui ont pu arriver, tous les problèmes qui ont pu arriver lors du déroulement du projet. C'est un document unique qu'on remplit au fur et à mesure du projet, qui va être très important déjà pour avoir un historique de ce qui s'est passé, parce que parfois sur des projets qui sont assez longs, on a du mal à se souvenir qu'effectivement on avait eu un énorme problème ou un petit il y a 9 mois. Donc déjà c'est un suivi, et à chaque fois on va identifier le type d'incidence. Pourquoi est-ce que c'est un livrable erroné? Est-ce que c'est le client, ça peut arriver, qui change un peu d'avis en cours de projet? La nature de l'impact, est-ce que ça va avoir un impact sur le coût, sur le planning ou sur la qualité des livrables? La cause de l'incidence, les risques, avec une matrice des risques, et bien sûr les solutions proposées. Ça va être ce document-là qui va servir au steering, justement. Donc c'est pour ça qu'on a un détail assez précis, sans trop lettres, pour qu'on puisse avoir matière pour le steering. Et enfin, le rapport de fin de projet qui va finir la phase de clôture du projet. On va pouvoir faire un bilan sur l'atteinte des objectifs, les résultats, le retour d'expérience, voir quelles étaient toutes les incidences qu'on a rencontrées, et puis on se resserre de ça pour le prochain projet. Alors, notre retour d'expérience, en 3 mots. Tout d'abord, la méthode répond parfaitement à nos attentes. Alors, compétitivité, puisqu'on a vu que la méthode était reconnue à l'international, ce qui est un avantage concurrentiel. Efficacité, puisqu'on a vraiment une vision client, résultat, une organisation structurée. Pour le coup, c'est normal. Qu'on a pu déployer sur tous les centres. Et une cohésion, puisqu'on en revient souvent à ça. On a un langage commun, on a des pratiques communes. Donc, j'aurais tendance à dire que cohésion et efficacité sont très liés. Donc voilà. Voilà. Merci. Bon, avez-vous des questions pour Catherine? Il y en a un là-bas. Merci. Bonjour, Thomas Chaffranjon d'Alti. J'avais une petite question en fait sur la méthode versus PMP. Quels sont les avantages et les inconvénients de Prince2 par rapport à PMP? Tu veux que je dise quelque chose? Est-ce que tu connais une organisation qui s'appelle Gartner? C'est un analyste d'Amérique. Le groupe, oui. Et il dit les deux choses, c'est totalement complémentaire. Et moi, ce que je veux dire, c'est que PMP, c'est plus vide
mais pas le profondeur. Et Prince 2 a la profondeur, mais moins vide. Moins large, pardonnez-moi. Mon français, c'est très vieux. Est-ce que ça vous aider? Est-ce que c'est en termes de livrable que c'est plus vide ou quoi, moins large, etc. Ou est-ce que c'est en termes de périmètre couvert? Qu'est-ce que vous vouliez dire en fait par ça? Organisation en termes de jalons, en termes de comité de suivi? Je pense, Louise, vous m'aidez? Si tu peux, avec la question. Ah bon. Bonjour. Un peu plus tard dans la matinée, je vais avoir l'occasion, pendant très peu de temps, parce que c'est quand même 2 manuels qui font chacun près de 380 pages, donc en un quart d'heure, ce sera difficile de faire une comparaison complète. Mais je vais parler un peu plus tard, effectivement, de la complémentarité et des différences entre les deux méthodologies. Donc, et je serai bien entendu à votre disposition pour en parler aussi au pause. OK? Merci beaucoup. D'accord. Un autre ici? S'il vous plaît, ici. Maman, pour le microphone. Merci. Moi, je viens de la Banque ouest-africaine de développement en Afrique. C'est juste pour savoir, dans le cadre de l'organisation d'un projet de ce type, qui est-ce qui pilote? Parce qu'il y a eu beaucoup de tableaux. Qui doit suivre quoi? Je veux juste savoir. Alors là, sur les tableaux que je vous ai présentés, c'est le chef de projet qui pilote. Avec le principe de chaque chef de chantier est bien responsable de son livrable, le chef de projet qui pilote. Par contre, c'est ce que je vous disais, le chef de projet n'est pas seul, puisqu'il va reporter ce qui se passe au steering committee et il a une instance de décision en cas de problème. Donc tout ce qui ne peut pas être géré au sein de l'équipe projet va être reporté au steering committee et ça sera le business exécutif qui prendra la décision. C'est pour ça qu'on a un steering committee différent dans notre approche entre le projet répondre à un appel d'offres et implémenter parce que les décisions ne sont pas les mêmes. Mais c'est vraiment le chef de projet qui pilote. Il y a une autre question là-bas. Oui, Laurent Hannot, IBM. J'aurais une question à vous poser. Je pense que ça fait déjà un certain temps que vous appliquez cette méthode. Entre les premiers appels d'offres que vous avez reçus et les derniers appels d'offres, est-ce que vous avez une idée du retour sur investissement et du gain de productivité que vous avez pu obtenir grâce à la méthode? Alors, le gain, il est certain que sur la manière de cadrer la réponse à l'appel d'offres, j'aurais tendance à dire que c'est de l'humain. Obligatoirement, ça va plus vite. Parce que les bonnes questions sont posées, tout le monde a la bonne vision de l'organisation. Alors après, vous quantifiez le gain, non. Par contre, à l'expérience, je peux vous dire qu'effectivement, il est certain que l'ensemble des contributeurs étant maintenant au fait de la méthode, on a gagné du temps sur les réponses à appel d'offres. Encore des questions? Il y a un... Oh non. Bonjour, Nelly Randria, Caisse des dépôts. Moi, je voulais savoir combien de temps vous avez mis pour déployer la méthode et combien de personnes étaient concernées, en fait. Alors, en fait, la méthode, elle est déployée au fur et à mesure que de nouveaux contributeurs arrivent sur le projet. Donc, à chaque début de projet, qu'on ait des contributeurs ou non qui connaissent la méthode, j'aurais tendance à dire, on fait une petite réunion de 3 heures où on dit simplement, voilà comment on va s'organiser au niveau de l'équipe projet, pour que tout le monde ait bien la connaissance de ce qu'on attend de chacun, parce que c'est certain que ceux qui ne connaissent pas peuvent être déroutés en se disant, ah, je suis responsable d'un livrable maintenant, quels sont les templates que je dois aller remplir. Je ne vous cacherai pas que quand on a commencé, on a ce qu'on appelle, nous, fait la chasse au checkpoint, par exemple, le point hebdomadaire que doivent nous faire les chefs de chantier, parce que ce n'était pas rentré dans un automatisme, donc il fallait faire de la relance à la relance. Par contre, ils ont bien constaté au fur et à mesure, quand on arrive en disant ben voilà, je ne sais pas ce qui se passe sur votre projet, clairement, je ne peux pas faire d'état des lieux sur votre chantier, pardon. Je ne peux pas faire l'état des lieux du projet. Je vais aller raconter quoi au steering. Chacun a commencé à prendre conscience du rôle qu'ils avaient et des différentes tâches. Après, on essaye de, entre guillemets, de le vendre en disant il n'y a quand même pas grand-chose à remplir au niveau des contributeurs, puisqu'on a 6 templates et on va dire que les contributeurs, les chefs de chantier, ils vont avoir le recueil des incidences s'ils ont une incidence, le checkpoint où il y a
c'est comme ça que je leur vends quand je suis en réunion, où je leur dis, voilà, il y a 4 items à remplir dans le tableau. C'est pas très consommateur de temps. Par contre, ils comprennent bien l'importance que ça a pour mener à bien le projet et qu'on rencontre pas de problème. Une autre question, c'est est-ce que vous avez eu un sponsoring fort dans l'entreprise et est-ce que tous les projets sont obligés d'utiliser la méthode? Alors, le sponsoring, oui, puisque notre comité directeur était vraiment pour la méthode, donc c'est un bon sponsor. Excusez-moi, j'ai oublié la deuxième partie de la question. Est-ce que tous les projets doivent... Ah oui, voilà, pardon, excusez-moi. Oui, normalement, oui. Pour pas vous cacher, je sais, j'ai entendu dire que côté IT, parfois, ils restent encore un petit peu sur leur... En fait, ils font un petit mixte. Ils prennent les templates parce qu'ils sont faits, qu'ils sont pratiques. Après, dans l'organisation. Par contre, il y a un steering, ça c'est certain, pour tous les projets. Ça, c'est une obligation. Merci beaucoup. Catherine, s'il vous plaît.